Vous aussi, vous vous posez la question, tiens, c'est une application chinoise, tiens, c'est une application américaine, aïe aïe aïe, j'ai peur pour mes données, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle ne serait pas là pour me surveiller, pour me pirater ou pour piquer mes données? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo accessible à tout le monde. Et pour ça, il faut en fait connaître un petit peu les dessous de la programmation. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans l'envers du décor pour voir justement si c'est possible ou non de pouvoir donner une réponse claire et définitive à cette question. Mais comme d'habitude, bon, c'est un peu mitigé. Bienvenue dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue donc, moi c'est Gaël, content de vous accueillir sur Simple et Gratuit à l'heure du goûter. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, eh bien c'est nous poser des questions. Et cette question, en fait, c'est pas moi qui me la pose, c'est vous qui me l'avez posée. Où ça? Sur mon espace Patreon. Patreon, c'est une sorte de grand réseau social où des gens peuvent déposer des articles. Moi j'en dépose beaucoup des gratuits et puis de temps en temps quelques premiums. Ça permet de payer la plateforme. Parce que pour vous, simple lecteur, c'est gratuit, mais pour les créateurs, c'est payant. Donc voilà un petit peu. Vous retrouvez plein d'articles simples, accessibles à tout le monde et tout ça. Et sous quelques articles, certains en profitent pour me lancer des messages un peu plus privés, perso, en me posant des questions qui m'obligent à réfléchir. Et ça a été le cas cette fois-ci. Alors je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez bien et je vous montre ici tout de suite cette fameuse question qui m'a été posée. Voilà. En gros, l'idée c'est quoi? C'est que cette personne me dit que dès qu'elle voit le mot Chine ou chinois ou venant de Chine, etc., sur les logiciels, les applications, elle fuit tout simplement à cause des libertés, du respect de la vie privée, etc., etc. Eh bien, ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre fuis ou alors non, tu peux rester, parce que c'est impossible à savoir. Que ce soit un code américain, un chinois, il y a forcément un américain, un chinois qui ont codé dedans. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Même si moi, demain, je fais un code 100% maison, il y aura peut-être un chinois ou un américain qui aura codé dedans. Je vous explique ça dans cette vidéo. Mais avant, prenez 2 petites secondes peut-être pour vous abonner. Le lien, ou plutôt le bouton, est juste en dessous de la vidéo. Ça vous permettra de ne manquer aucune des prochaines vidéos et des prochains tutos que je vous propose toujours gratuitement sur Simple et Gratuit et sans sponsoring pour l'instant. Ok, tout est noté, parfait. Alors je vais tomber hop comme ça en disgrâce, me voici tout petit, oh pas de chance. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le code en lui-même n'a pas de carte d'identité. C'est un petit peu comme un livre, d'accord? Il y a des mots, des phrases qui forment des paragraphes, qui forment des chapitres, qui forment une histoire. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le code. Et chacun des modules peut être écrit par des personnes un peu différentes. On va voir ça ensemble avec, par exemple, ce petit schéma que je vous ai fait. Quand on code, en fait, eh bien, chaque mot a un sens parce qu'il est relié avec autre chose. Par exemple, une fonction n'existe que parce qu'elle est appelée et parce qu'elle exécute quelque chose. Eh bien, c'est pareil ici, quand vous êtes dans un livre classique en train de lire une histoire, eh bien, vous êtes là et vous lisez. Donc, d'abord, on vous décrit le personnage principal, puis un personnage secondaire avec lequel il va interagir. Et si vous prenez, par exemple, le livre directement à la 7e page, vous allez peut-être manquer des informations. Eh bien là, c'est pareil avec le code. Il va falloir tout lire pour pouvoir comprendre clairement de quoi il s'agit. Alors, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on est habitué, on lit le titre, on voit la photo, sachant que les titres ne correspondent absolument pas à ce qu'il y a à l'intérieur de l'article et les photos sont très trompeuses également parce que le but c'est de vous faire cliquer. Eh bien, c'est exactement la même chose. Si vous ne lisez pas l'article, on le voit, il suffit d'allumer Facebook, X ou n'importe quoi, et on voit que les gens répondent à côté systématiquement parce qu'ils n'ont pas pris la peine de lire l'article. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Ça fait partie d'ailleurs de mon métier de lire ce genre de bêtises. Et le mieux, c'est que je suis payé pour dire. En tout cas, une chose est sûre, vous voyez bien qu'il faut tout lire, tout analyser, tout décortiquer, et que c'est plutôt sympathique. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il faut voir qu'une seule ligne de code peut, par exemple, dire, tiens, on va accepter d'ouvrir le micro pour que on puisse prendre la voix, enregistrer. Alors ça peut être valable dans le cas par exemple d'un appareil photo qui peut à la fois prendre le son et la vidéo, mais par contre c'est vrai que si c'est votre bloc-notes par exemple, est-ce qu'il a vraiment besoin, sauf s'il a la fonction prise vocale évidemment, de prendre votre voix ou votre empreinte digitale. Voilà, donc il faut faire attention aux permission. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la nationalité, puisqu'on parle de nationalité là-dedans, c'est très difficile à définir.
Honnêtement, définir la nationalité d'un code, ça n'a pas de sens. Alors je suis pas non plus un spécialiste développeur, hein, c'est pas mon boulot officiel. Mais je vais vous donner un exemple tout simple. Beaucoup d'entre vous me parlent d'Opera. Oui, Opera, c'est génial, c'est gratuit, avec un VPN. Voilà, c'est un navigateur Internet qui vous permet d'aller sur Internet comme Chrome ou Firefox. Sauf que déjà le VPN d'Opera, moi je vous ferai pas confiance. Hein, voyons un peu ses caractéristiques. Mais bon, ça n'engage que moi. Vous pouvez y croire et aimer et vous sentir protégé. Chacun sa cam. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, là où ça pose problème, si on revient sur notre sujet, c'est que Opera, avant, c'était norvégien. Très bien, ça a été conçu par ce grand laboratoire informatique norvégien, mais le problème, c'est que ça a été vendu par derrière à des Chinois depuis déjà quelques années. Ce qui fait que tous ceux qui se pensent protégés par le RGPD européen, le respect des droits de données européens, non, Opera n'est plus européen, mais il est chinois maintenant. Ce qui veut dire que toutes les données, par exemple, que Opera récupérait et stockait, par exemple, pendant 1 an, relatif au RGPD, en réalité, maintenant, il les stocke pendant toutes les données qu'il faut par rapport à la Chine et tout ça. Donc, vous voyez que parfois, c'est très compliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une expérience que je vais vous livrer. J'ai un ami, c'est mon plus vieil ami d'ailleurs, qui a toujours été passionné d'informatique et qui travaille dans ce milieu-là. D'ailleurs, il est développeur pour une boîte qui est à Rennes, donc est soumise au RGPD français, etc., etc. Jusque-là, pas de souci, évidemment. Lui, il habite à côté de Rennes, donc où il vient en présentiel, où il travaille en télétravail, mais globalement, il est sur place. Mais parmi ses collègues, notamment, il y a un Canadien. Voilà. Donc, sa boîte qui est française et qui dit, nous, on fait des sites français. Voilà. Le seul truc, c'est que à l'intérieur, c'est pas tout à fait vrai parce que, entre autres, il n'y a pas que du code français puisqu'il y a du code qui est créé par un Canadien, entre autres. Donc, vous voyez que c'est très très compliqué de se dire aujourd'hui, en tant qu'utilisateur, mais dis-moi, ce code-là, est-ce qu'il est créé par un Français, est-ce qu'il est créé par un Américain, etc., etc. C'est pour ça que je vous dis que ça n'a pas de sens en réalité. On va même aller un petit peu plus loin tout à l'heure quand on va voir du code. Je vais vous expliquer, même si vous n'avez jamais vu de code de votre vie, vous allez pouvoir en voir, et je vais vous montrer qu'en réalité, ça n'a pas vraiment de sens de dire, tiens, est-ce que cette fonction a été développée par un ingénieur chinois ou par un codeur allemand ou français? D'accord? Donc ça, c'est important. C'est très compliqué aujourd'hui de définir d'où vient précisément un code. On peut définir quelle entreprise ou quelle association a développé ce code, mais on ne peut pas dire qu'à l'intérieur c'est 100% français, breton ou pourquoi pas américain. Donc voilà, prudence évidemment. Alors l'essentiel, comme je le disais, c'est de faire très attention à ce qu'on autorise ou pas. On n'est plus au temps des premiers smartphones où, à l'époque, en fait, quand on téléchargeait une application, automatiquement l'application, si elle avait besoin des contacts téléphoniques, si elle avait besoin, de l'appareil photo, elle prenait les permissions. Aujourd'hui, quand vous installez une application, vous voyez bien qu'il vous demande les permissions. Après, si vous refusez la permission, soit l'application ne fonctionnera pas du tout, soit vous n'aurez pas accès à certaines options. Par exemple, parmi les permissions, si maintenant je fais, par exemple, un logiciel qui va utiliser la caméra de mon appareil photo, de mon téléphone pour, me filmer et mettre des filtres TikTok dessus que j'aurais créé moi-même, donc ce sont des filtres Gaël, et bien dans ce cas-là, je vais avoir besoin à la fois de pouvoir utiliser la caméra, le son, je vais avoir besoin aussi d'accéder à vos fichiers pour récupérer des fichiers ou tout simplement pour pouvoir enregistrer les fichiers vidéo, etc., etc. Donc vous voyez, par contre, si avec ça, je vous demande votre géolocalisation, franchement, ça n'a pas de sens. Ok, donc déjà, vous pouvez faire un premier tri là-dedans en autorisant ou en n'autorisant pas ce genre de choses. Les permissions, c'est important. Ce qu'il faut regarder, c'est aussi où vont vos données. Alors ça, c'est plus difficile sur les applications qui appartiennent à des entreprises comme Google, Apple, Microsoft, etc. Parce qu'en réalité, on n'a pas accès au code. Mais quand vous avez accès au code open source, eh bien là, vous savez, vous voyez effectivement si les informations, par exemple votre mot de passe, votre identifiant, tout ça, les données que vous utilisez, les logs aussi, eh bien s'ils sont utilisés en local ou s'ils sont utilisés sur un serveur, par exemple ailleurs. Donc voilà, après c'est pareil, si c'est une application qui est censée être américaine et qu'on stocke ça sur un serveur russe ou chinois, on peut se poser des questions, d'accord? Donc vous voyez, ça fait partie des choses, ça c'est plus difficile à définir. Et surtout, l'idée c'est quand même de
télécharger le maximum d'applications ou de logiciels depuis les stores officiels, depuis les magasins officiels, depuis les sites de confiance. Pourquoi ? Parce que c'est toujours intéressant. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec l'iPhone début d'année ou ce qui s'est passé avec Google Play Store il y a 1 an ou 2, mais il y a eu toute une série de logiciels, d'applications qui étaient pourtant bien valides sur le Play Store et sur l'App Store depuis déjà pas mal de temps, qui se sont fait bannir, enlever, parce qu'on s'est aperçu qu'à l'intérieur, dedans, il y avait des trucs qui respectaient pas les lois. Et pourtant, ils font attention en acceptant justement sur l'App Store ou sur le Google Play Store des choses. Mais l'avantage, c'est qu'ils vous tiendront au courant et que à partir du moment où ils s'en apercevront, ils vous diront il faut désinstaller ça d'urgence. Donc vous avez au moins une alerte qui est lancée. Contrairement à un logiciel que vous auriez installé vous-même, que vous auriez téléchargé vous-même. Voilà. Donc ça, c'est important. Deuxième point, donc, on va voir un petit peu le code. Savoir lire un code, n'importe lequel, un seul, ça permet de comprendre à peu près tous les autres. Alors, je vais vous montrer ça pour commencer. La première chose, c'est ça. Quand on apprend un code, c'est comme si on apprenait une langue étrangère. Par exemple, on apprend à l'école le français, l'anglais, et puis maintenant on apprend le Python, entre autres. On apprend Scratch d'abord jusqu'en 6e, me semble-t-il, puis après les enfants apprennent le Python. Donc ça c'est quand même vachement bien, et ça oblige les parents aussi à suivre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ici, quand on apprend une langue, on arrive à peu près à faire certaines choses. Mais l'avantage, c'est que si vous apprenez le Python, par exemple, qui finalement c'est comme apprendre une langue étrangère, c'est pas plus compliqué que ça, après vous arrivez à comprendre à peu près tous les langages. Donc ça c'est plutôt pratique. Je vous donne un exemple tout simple avec quelque chose que vous avez vu au collège. Par exemple, si je vous dis en français, je regarde Gaël sur YouTube. Très bien. Regardons en italien comment ça se dit. Regardons maintenant en espagnol. Et puis en portugais. Alors globalement, la structure, YouTube, ça reste YouTube, c'est un nom, on va dire, propre. Et après le reste, on a guardo. Ok. Regardez, guardo, c'est pas très très loin. Je vais dire demain, je vous donne un texte en italien. Vous n'en avez jamais fait, moi non plus d'ailleurs. Vous regardez le texte. Première lecture, vous allez dire, je comprends pas grand-chose. Deuxième lecture, ça, c'est un sujet, ça, c'est un verbe, ça, c'est un complément. Ok, donc c'est même structure que nous. Ok, troisième, machin, etc. Pourquoi ? Parce que ce sont des langues latines, ce qui fait qu'on comprend, on imagine, on voit bien les choses. Ok, donc c'est pareil pour guardo. Miro, par exemple, on a le verbe mirer en français. Je mire Gaël sur YouTube. Moi, je m'admire. Hashtag humour. Et puis, bien évidemment, ici, assisto. On va comprendre, j'assiste à un spectacle, on le dit en français, donc pourquoi pas j'assiste à la représentation de Gaël sur YouTube. Donc voilà que petit à petit, on finit par comprendre les choses. Donc c'est important, pour le langage, c'est pareil. Alors ici, vous allez me dire, ouais, c'est facile, t'as pris que des langues latines. C'est vrai, si j'avais pris le brézonec, qui est donc le breton de Basse-Bretagne, c'est-à-dire le breton celtique continental, vous auriez eu du mal à comprendre et à voir un petit peu ce qui était dit. C'est logique, si je vous prenais du russe ou du chinois, c'est pareil. Sauf que les langages informatiques, en réalité, ils sont écrits en anglais, donc ils ont une structure à peu près similaire en anglais. Pour le prouver, je vous ai fait un petit code, plutôt j'ai récupéré un petit code, c'est pas moi qui l'ai fait, et hop, voilà, je vais vous le montrer. Alors, hop, je vais là. Ici, donc, par exemple, on est en Python. Alors, c'est un code très simple qui permet de prendre un fichier qu'on sélectionne, et ensuite, on le chiffre et on l'envoie automatiquement sur notre Google Drive. Donc, vous voyez, c'est le code classique. Ici, on se retrouve avec, par exemple, on a ici def, c'est donc des fonctions. On a ici une deuxième fonction, ici on a le code en lui-même qui va appeler les fonctions, et ici on voit bien qu'on a des librairies, des bibliothèques, des ajouts de fichiers, des fonctions supplémentaires qui ont déjà été codées par d'autres. Et c'est pour ça que je vous dis que ça n'a pas de sens depuis tout à l'heure, de dire que tiens, mon langage, il est 100% fait en français, etc., etc. Non. Pourquoi ? Parce que ce qui est écrit là, dans toute cette partie-là, c'est moi qui le code. Sauf que tout ce qui est en bleu, par exemple, ici, ce sont des fonctions qui appartiennent généralement directement au langage Python. Et le langage Python, il a été créé par des développeurs du monde entier. C'est pareil pour tous les langages informatiques. Donc, il peut y avoir un ingénieur chinois ou un ingénieur américain qui a codé dedans. Ici, en plus de ça, alors l'informatique, c'est très simple, on évite de perdre du temps à refaire ce qui a déjà été fait. Et bien là, c'est exactement la même chose. Ici, en réalité, on va se retrouver avec du code et des librairies qui nous permettent d'avoir des fonctions supplémentaires qu'on n'a pas recodées nous-mêmes, parce que ça fait des milliers de lignes de code, voire même plus, ça demande des compétences techniques, etc. Et donc du coup, dans tous les codes, dans tous les programmes que vous utilisez, il y a déjà cela.
Alors ça, c'est pour le Python. Je vous donne cet exemple tout simple. Ok, maintenant ce même code, quand on le traduit par exemple en JavaScript, là on va le traduire en JavaScript pour du Node.js par exemple. Donc ici on va avoir de nouveau nos librairies, nos petits add-ons, nos fonctions qui existent. Ici on va retrouver notre fonction, etc., etc. Donc vous voyez que globalement, même si je n'y connais rien en JavaScript, admettons ça, eh bien je sais quand même définir une fonction. Je vois qu'ici il va charger mon client, donc comme je suis habitué au code, je vais retrouver d'où vient le mot client, etc., ce qu'il veut dire, et donc on va pouvoir, comme un texte italien, quand on ne connaît pas l'italien, à force de le lire, comprendre comment ça fonctionne. Et plus on va voir les codes, plus ça va être simple. Et en réalité, quand vous maîtrisez très bien un langage de programmation, les autres, vous savez les lire assez facilement. Là, par exemple, c'est du Rust. Vous voyez qu'encore une fois, ici, on déclare nos librairies. Ici, on se retrouve avec une fonction. Bon, on n'en a qu'une, hein, c'est plutôt bien. Et donc, ici, voilà, on a ces infos. Alors, vous allez pouvoir voir quelque chose de très simple, mais par exemple, ici, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai une fonction. Donc, un petit mot-clé qui définit que ça va être une fonction, le nom de la fonction en général, et puis les parenthèses. Ok. Ici, on regarde, je prends ma fonction, donc ça s'appelle function, sur l'autre ça s'appelait def, donc définition de la fonction, et ici juste function, et ici vous avez le nom de la fonction et les parenthèses. Et enfin ici, eh bien on prend l'async pour d'une fonction asynchrone, mais ça, on ne va pas entrer dans les détails. Ici, donc, fn pour dire que c'est une fonction, le nom de la fonction et les parenthèses. Vous voyez que peu importe le langage de programmation, globalement, ça se ressemble. Après, certains vont, après les parenthèses, mettre 2 points, comme en Python, par exemple. Voilà. En JavaScript, par exemple, on va mettre ici, directement, une petite accolade. Et vous allez voir que, finalement, en Rust, on met aussi une accolade. Par exemple, dans certains cas, si vous codez dans d'autres langages, vous aurez 2 points et puis parfois vous aurez autre chose. Voilà. Mais globalement, vous voyez que avec un peu d'analyse, sans pour autant connaître ces langages de programmation, on peut très bien les lire, les comprendre et voir effectivement à quoi ça correspond. Par exemple, là, on voit bien qu'il appelle des données qui sont dans un fichier à part sur notre disque dur qui s'appelle client-secret.json. Un JSON, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier qui stocke les données, on va dire, une sorte de dictionnaire. Voilà, tout simplement. Ok, on ne va pas aller tellement plus loin dans l'explication du code parce qu'ici, on n'est pas là pour ça, mais c'est pour vous montrer qu'une fois que vous en connaissez un, eh bien en réalité, vous savez à peu près voir les autres. Donc du coup, quand vous allez voir un logiciel open source, eh bien vous allez pouvoir vous-même, de votre propre chef, essayer de comprendre ce qui a été fait, comment ça marche, et puis pourquoi pas aussi, tiens, est-ce que c'est normal que mon bloc-notes me demande ma géolocalisation? Non, ça c'est pas normal, mais vous allez pouvoir le voir là-dedans. Je vous rappelle que je vous donne des cours de Python directement dans Patreon. Le lien est dans la description pour vous rendre sur Patreon. Comme ça, vous allez savoir un petit peu plus de choses. Et c'est une formation faite pour tous ceux qui n'ont jamais touché, j'allais dire un ordinateur. Non, il faut déjà au moins savoir comment écrire un email et comment se rendre sur Patreon. Hein. Mais bon, globalement, si vous regardez cette vidéo YouTube, vous savez le faire. Mais après, voilà, cette vidéo, elle a été conçue à la base pour quelqu'un qui avait 75 ans, je crois, à l'époque, et qui me disait, tiens, est-ce que tu pourrais m'apprendre et tout ça. Donc voilà, il ne savait pas faire grand chose avec son ordinateur, et bien maintenant il fait ses propres petits logiciels. Et ben voilà, c'est fait petit à petit, hein, on y va pas à pas. Bien sûr, il y a possibilité de me poser des questions via un chat ou tout simplement via aussi les commentaires sous chaque vidéo, chaque cours, donc c'est plutôt pratique. N'hésitez pas, hein, je pense que ça peut être vraiment sympa, et puis si vous voulez pas passer par mes cours parce que vous aimez pas ma façon d'apprendre, c'est pas un souci, il y a plein de tutos qui vous proposent ça, des cours payants, des cours gratuits, etc., etc., ce que vous voulez, vous allez pouvoir, l'idée c'est d'apprendre vraiment un langage de programmation. Maintenant, j'aimerais vous parler des lois. Parce que les lois, c'est pas toujours la même chose. Les lois, vous le savez, vous avez les lois américaines, par exemple, et puis les lois françaises, puis les lois russes, puis les lois européennes. Hein, c'est vrai qu'en Europe, par exemple, l'Europe fixe un cadre. Par exemple, je sais pas, on n'a pas le droit de boire plus de, 1,5 litre de rouge par repas. Hein, je dis n'importe quoi.
Mais admettons que l'Europe dise ça. Eh bien après, chaque pays va dire, bah nous, c'est 1 litre 2, nous c'est 1 litre 1, nous c'est 0,25, etc., etc. Chacun va pouvoir faire. D'accord? L'Europe, il va fixer, entre guillemets, une sorte de maximum. Et puis après, bah, chaque pays peut être un petit peu plus difficile dans ses choix, restrictif. Ça va pas être l'inverse, par exemple. Il n'y a aucun pays qui pourrait dire, on est en France, pays du vin, 3 litres de vin par repas. Mais non, ils peuvent pas. L'Europe a fixé 1,5 litre maximum. Ok, attention, cet exemple est entièrement faux. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oh, un joli petit chèque de la sécurité. Si ça marchait comme ça, je serais riche. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez compris le principe. Les lois sont là et chaque pays a ses propres lois, ses propres règles. Par exemple, les USA, ils ont ce qu'on appelle le Cloud Act ou encore le Patriot Act. Ça veut dire quoi? Globalement, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça permet aux autorités d'accéder aux données même si elles sont stockées en Europe. Voilà, c'est le Patriot Act, tout simplement. Ok. En Chine, par exemple, il existe une loi qui s'appelle PIPL, P-I-P-L. Alors, il faut regarder plus précisément ce que c'est dans les détails si vous voulez des infos. Moi, je vous donne des noms. Mais globalement, ça dit que les données doivent être supprimées après usage. Mais le manque de transparence reste un problème, bien évidemment. Donc, entre les États-Unis, par exemple, qui disent que il faut les stocker minimum 5 ans, les données, et après, on en fait un peu ce qu'on veut. Et vous avez le People de l'autre côté, qui est donc le pendant chinois, qui dit vous les utilisez jusqu'à ce que vous en ayez plus besoin. Et après, par contre, il faut les supprimer. Voilà, mais le plus rapidement possible. Donc, vous voyez, finalement, entre l'un ou l'autre, comme on dit, c'est kiff-kiff. Voilà, je ne sais pas si vous utilisez ça en Belgique ou au Canada, vous me direz ça en commentaire si vous le voulez d'ailleurs. Mais voilà, c'est pareil, quoi. C'est vrai que les données, finalement, elles sont pas très bien gardées. Alors en Europe, nous avons ce qu'on appelle le RGPD. Alors ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'ai oublié, mais c'est considéré comme ultra protecteur. D'ailleurs, on fait partie des pays qui protègent le plus justement la transparence, le consommateur. La raison est simple. On veut à tout prix essayer de conserver une sorte de libre arbitre et de possibilité d'être protégé sur Internet. Même si on sait que c'est pas tout à fait vrai. Je prends l'exemple du droit à l'oubli, par exemple. Le droit à l'oubli, c'est quoi? C'est par exemple, vous avez fait une bêtise, c'était dans les journaux. Vous appelez les journaux et Google pour supprimer ça, qu'on fasse une recherche de votre nom. On ne retrouve plus les bêtises que vous avez fait il y a 20 ans. Mais voilà, globalement, vous pouvez le faire. Sauf que ça marche que en Europe. C'est-à-dire que si vous êtes européen, vous pouvez le faire. Mais d'un autre côté, un Américain, même si vous avez demandé de supprimer, tous les Européens ne pourront plus retrouver les données vous concernant. Par contre, un Américain, un Chinois, quelqu'un qui habiterait sur le continent africain ou quoi que ce soit, il pourra retrouver vos données. Il n'y a pas de souci parce que Google va les effacer sur le filtre européen. Mais en réalité, il les efface pas vraiment de son serveur. Donc, vous voyez que c'est toujours un petit peu compliqué. Ceci dit, la France, essaye de nous protéger au maximum. Par exemple, quand vous voyez tous, aujourd'hui, il y a des IA qui sortent tous les jours, toujours plus prometteuses selon les autres youtubeurs, les unes que les autres. Et en réalité, d'abord, pour y avoir accès, il faut utiliser un VPN parce que, on doit se connecter aux États-Unis ou en Angleterre ou ailleurs. Et en Europe, par exemple, ça marche pas. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Union européenne a dit, attends, là, on voudrait que les données soient stockées en Europe, on voudrait que la loi soit respectée sur ci, sur ça, etc., que les données soient gérées là-dessus. Et donc, petit à petit, en fait, l'IA, l'entreprise va se mettre aux normes de l'Europe et l'IA va arriver, ou le service ou le logiciel vont arriver et on va pouvoir les utiliser. Mais tant qu'ils ne respectent pas la loi européenne, c'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est très très important. Et enfin, il y a une dernière chose. Dans l'exemple, la vidéo, là, c'était une vidéo sur Qwen. Qwen, je vous l'ai montré, c'est donc une intelligence artificielle qui est chinoise, qui est développée d'ailleurs par Alibaba, et qui, en fait, est open source et permet, en fait, de ne pas forcément se connecter directement avec notre adresse mail ou un numéro de téléphone pour utiliser l'IA. Donc c'est un peu comme Perplexity par exemple, qui permet de travailler avec l'IA sans pour autant être connecté à l'IA. Alors le fait de mettre son nom, son numéro de téléphone ou n'importe quel autre identifiant fixe, c'est que à tout moment, l'intelligence artificielle, elle va stocker les données et les associer toujours à vous.
Donc ça, c'est pas un souci. C'est pas un souci, sauf évidemment que l'intelligence artificielle, autant je la trouve pas forcément très intelligente, elle est très bonne en analyse, en tout ça, mais jamais de son propre chef, elle va faire quelque chose. Faut que vous lui demandiez. Donc c'est pas vraiment de l'intelligence, elle va pas résoudre des problèmes, elle va faire comme un politicien, elle va régurgiter les infos qu'elle connaît. Globalement, c'est ça. Mais bon, après, ça, c'est une définition. Mais cette intelligence artificielle, ce qu'elle sait bien faire, par contre, c'est analyser. Elle sait que vous êtes un homme, que vous allez faire ci, vous lui avez demandé un truc, par exemple, sur un divorce, donc elle sait que vous êtes marié, ou que vous avez été marié, que vous avez divorcé, vous lui avez posé des questions, par exemple, c'est alors comment faire de la défiscalisation à partir de 5 000 euros par mois, donc elle sait que vous allez gagner 5 000 euros par mois, elle sait que vous avez cherché comment faire grandir son zizi sur Internet, donc voilà, elle va savoir tout ça, et donc elle va après vous cataloguer, et pourquoi pas, si c'est une appli chinoise, américaine, française, etc., techniquement, elle peut récupérer les données et les revendre. Globalement, je rentre un peu comme ça dans le vif du sujet, mais voilà, techniquement, c'est possible. Et donc, on pourra savoir que Gaël, il a divorcé il n'y a pas longtemps, et un petit zizi, etc., etc., etc. Voilà. Peu importe, mais globalement, vous comprenez que c'est ça. Alors que si vous ne vous identifiez pas à cette IA, en réalité, elle, tout ce qu'elle va pouvoir faire, c'est utiliser ce qu'elle connaît de vous. Et ce qu'elle connaît de vous, c'est votre adresse IP. L'adresse IP, c'est ceci. Quand vous vous connectez avec votre fournisseur d'accès Internet, ou tout simplement avec votre VPN, il vous donne une adresse IP publique. Cette adresse IP publique, c'est votre carte d'identité. Ça veut dire que tant que je suis connecté à Internet, par exemple ça serait mon adresse IP, et donc forcément on va savoir que cette adresse IP, elle va sur Google, puis elle va sur Facebook, puis elle va sur YouPorn, puis elle va faire ci, puis elle va faire ça, etc., etc. Très bien. Donc ça veut dire que quelqu'un qui surveillerait cette adresse IP, il va savoir que je vais sur Google, sur Facebook, sur machin, sur truc, etc., etc. Ok. Maintenant, une adresse IP, souvent, notamment pour les box, elles sont dynamiques, c'est-à-dire qu'elles changent. Alors elles ne changent pas tous les jours, toutes les semaines. Généralement, moi, mon FAI, il change, on va dire une fois par mois, une fois tous les mois et demi. Vous pouvez également, selon les opérateurs, et ça marche pas toujours, mais souvent ça marche, quand vous débranchez la box et que vous la rallumez, vous changez d'adresse IP. Voilà, si vous laissez par exemple un petit quart d'heure débranché, vous récupérez une adresse IP. Pourquoi ? Ce sont des adresses IP dynamiques. Une adresse IP, en fait, c'est un numéro d'identifiant, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, ce numéro d'identifiant, il n'y en a pas pour tout le monde sur la planète. Du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui se déconnecte, par exemple en débranchant sa box, cette adresse IP, elle va être refilée à quelqu'un d'autre qui va pouvoir en bénéficier, et inversement. Alors, ça, c'est pour les IPv4, d'accord ? C'est celles qui ont cette forme-là. Si on rajoute des chiffres et des lettres et tout ça, on obtient des IPv6, et là, il y en a quand même beaucoup plus. Mais vous imaginez que des IPv4, déjà, il n'y en a pas 8 milliards sur la planète, plus le nombre de smartphones, de smartwatches, tout ça ont une adresse IP. Donc, quand ils arrivent, ils se connectent ensuite sur votre box, tout le monde a la même adresse IP. Donc, votre brosse à dents connectée, elle aura la même adresse IP que votre smartphone, etc. Quand on parle d'IP public, bien sûr. Mais globalement, vous voyez que c'est important de le dire. Je vous ai fait un article d'ailleurs très précis, très simple, facile d'utilisation sur la newsletter. Vous pouvez vous abonner, le lien est dans la description. Et puis une fois que vous êtes abonné, vous cliquez sur le lien, puis vous pouvez relire tous les anciens articles. Donc voilà, profitez-en. Et il y a notamment la possibilité de tout connaître sur l'adresse IP de manière très simple et très imagée. Voilà, c'est véritablement un outil pédagogique que j'ai mis à votre disposition. C'est gratuit, bien sûr, c'est une fois par semaine que je publie et ça arrive directement dans votre boîte mail. Donc voilà un petit peu les IP, là aussi. Donc forcément, si vous allez sur... par exemple ChatGPT qui vous demande forcément votre adresse mail, dans ce cas-là, lui, que vous ayez l'IP ici ou une IP totalement différente qui change, il s'en fiche puisqu'il reliera toujours à votre adresse mail. Par contre, quelque chose comme Perplexity ou Qwen, qui pour l'instant ne demande pas de s'identifier, en réalité, ils ne vont pas savoir que c'est vous au-delà du moment où vous allez changer d'adresse IP. Donc ça, c'est déjà pas mal, et c'est vrai que ça permet de faire pas mal de choses. Même s'il faut noter qu'avec la fibre, on a tendance à voir l'arrivée d'IP fixe pour un peu tout le monde. Alors, pour l'instant, on n'y est pas, mais c'est vrai que ça arrive de plus en plus parce que ça va permettre des transferts.
Le principe d'une IP fixe par rapport à une IP dynamique, c'est que l'IP fixe, par exemple, eh bien, ici je suis sur Canva, par exemple, hein, Canva, moi je vois Google canva.com, mais en réalité l'IP de Canva, par exemple, ça pourrait très bien être ça. Donc que je tape ça ou que je tape canva.com, pour mon navigateur c'est pareil, il va m'emmener sur Canva. Ok, donc c'est pour ça que les sites internet, les serveurs ont généralement une IP fixe pour que, évidemment, quand vous tapiez google.fr, vous arriviez sur google.fr et non pas sur, je sais pas, Facebook ou sur un autre site, parce que, entre-temps, les IP ont joué le jeu des chaises musicales, hein, donc ce serait un petit peu embêtant. Mais là, c'est vrai que comme on arrive tous avec la fibre, la 5G et tout ça, on essaye de donner un maximum d'IP fixes à tout le monde pour que, justement, on puisse faire des transferts un peu décentralisés de votre ordinateur à un autre ordinateur et que votre ordinateur puisse par exemple héberger directement votre site web ou quoi que ce soit de manière constante. Voilà, alors ça avance, là je m'écarte un peu, mais voilà, ça arrive évidemment. Donc, si on doit résumer un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, parce que je pense que c'est important. Donc, globalement, la nationalité du code, c'est pas ça qui compte, parce que, comme je vous l'ai dit, le code, il est créé par plein de choses. Déjà, le langage est créé par des gens, le code est créé par vous, mais dans la même structure, il peut y avoir des gens qui viennent de tous les horizons, et enfin, vous avez des librairies, des add-ons, des bouts de code supplémentaires qui viennent s'agréger, on ne sait pas forcément qui les a codés non plus. Donc, quand on vous dit, oui, c'est un code 100% français, à moins qu'ils aient tout recodé eux-mêmes globalement, et qu'ils, limite même, aient inventé leur propre langage, dans ce cas-là, oui, effectivement, on peut se targuer d'avoir un code 100% d'un pays. Mais sinon, c'est pas possible, on ne peut pas savoir tout. Ok, donc ça, c'est déjà le premier point qu'il fallait retenir. En deuxième point, un magnétophone qui veut enregistrer votre voix via le micro, c'est normal. Mais si jamais votre application qui vieillit votre photo, voulez-vous voir en grand-père, vous mettez votre photo et qui vous demande en plus, je sais pas, votre localisation ou de la prise du micro, là, c'est pareil, c'est pas logique. Donc, prudence également là-dessus. Et puis enfin, voilà, votre vie privée, elle est absolument essentielle parce qu'une fois qu'une info est partie sur Internet, on ne peut jamais vraiment la récupérer. Et donc, c'est là que c'est très important et qu'il faut prendre les choses en compte maintenant. Donc pour moi le mieux évidemment, mais c'est facile puisque je sais le faire, je vous propose d'apprendre à développer, à coder, voilà. Alors vous n'avez pas besoin de devenir un expert, mais en quelques heures vous allez savoir lire un code, pas forcément programmer, mais déjà savoir lire un code, et donc après quelques heures simplement, vous allez être à l'aise sur tous les autres codes. Et voilà, si votre but c'est pas de développer, c'est important évidemment de savoir au moins identifier les choses. Quand on me disait, tiens, est-ce qu'on peut pas repérer un code malveillant d'un code bienveillant, c'est très difficile. Si on prend Skype par exemple, ou l'application Signal, ou WhatsApp, et que je prends un logiciel malveillant qui ferait exactement la même chose, mais qui serait caché un peu en loose day, mais qui surveille votre micro, qui récupère ce que vous mettez dans le presse-papier, qui est capable de récupérer des fichiers, de lire des photos, des vidéos, des machins, ça c'est Skype, c'est également WhatsApp, c'est tout ça. Mais c'est aussi par exemple un troyen, qui est donc un virus qui est capable de faire exactement la même chose. La frontière entre les deux est très mince, et comme je vous donnais cet exemple pour les antivirus, c'est exactement la même chose pour le code. Et quand vous voyez ça par exemple, quelque chose qui va vouloir essayer de récupérer, je sais pas, votre localisation, alors que c'est quelque chose qui est censé ne pas avoir accès à Internet et tout ça, pourquoi a-t-il besoin de ma géolocalisation? Donc voilà, posez-vous les questions à ce moment-là, mais le code en lui-même n'est pas malveillant, c'est l'interprétation qu'on va faire. Demain, je vous donne un couteau à vous, vous avez deux choix, vous coupez votre viande avec ou des tomates ou peu importe, ou alors vous allez trucider quelqu'un. C'est pas l'outil qui pose problème, c'est la manière dont on va s'en servir. Voilà un petit peu donc ce que je voulais vous dire. Si cette vidéo vous a éclairé, dites-le moi en commentaire, vous mettez hashtag vie privée par exemple, vie privée, petit mot-clé simple à mettre en commentaire. N'hésitez pas également si vous avez des questions, des anecdotes, des choses comme ça. Peut-être que j'ai été trop court ou trop long sur certaines autres choses. Si j'ai été trop court par exemple, dites-moi sur quoi je pourrais faire d'autres vidéos, vous expliquer en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour me dire que cette vidéo vous a plu, pour booster l'algorithme également, et puis surtout, pensez à vous abonner, c'est toujours gratuit, c'est pour ne rien manquer. Regardez également dans la description, il y a des liens vers d'autres vidéos, c'est toujours gratuit bien sûr, vous avez un lien vers Patreon, et vous avez un lien vers la newsletter. Je vous rappelle que la newsletter est 100% gratuite, et que sur Patreon, les liens, quand je mets directement vers un article, c'est un article gratuit, sinon vous avez la possibilité sur Patreon de
découvrir aussi des articles premium qui permettent d'aller plus loin, toujours simplement. À tout bientôt, c'était Gaël dans Simple et Gratuit. Ciao.